Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous de 19h sur ESAE Télévision, le sommet. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, s'est rendu ce 4 mars 2025 au Centre hospitalier international de Calavichik avec une délégation de députés. Cette visite visait à examiner les infrastructures et la qualité des soins dispensés dans cet établissement de référence. On en parle dans ce journal. Le nouveau siège de l'Institut national de la femme a été inauguré ce 6 mars 2025 à Cotonou lors d'une cérémonie officielle en présence de plusieurs personnalités, un symbole fort de l'engagement du gouvernement béninois en faveur des droits de la femme. Les détails dans ce 19h. Depuis son officialisation par l'Organisation des Nations Unies en 1977, la journée du 8 mars est annuellement dédiée aux droits des femmes. Vous suivrez dans cette édition la directrice de l'ONG Icône 360 degrés qui commente cette journée. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. En visite au Centre hospitalier international de Calavichik avec à sa tête le président de l'Assemblée nationale. La délégation parlementaire a été accueillie par le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Ronkpati, et la directrice générale du CHIC, Karine Istine. Les parlementaires ont d'abord pris part à une séance de travail. Lors de cet échange, plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment le recrutement du personnel, le modèle économique de l'hôpital et l'accessibilité des soins pour les populations vulnérables. Suivons ensemble cette capsule vidéo réalisée dans ce contexte. Il est 10h ce mardi au CHIC, entendez, Centre hospitalier international de Calavi. Le ministre de la Santé accueille le président de l'Assemblée nationale. Après les échanges de civilité, les députés sont conviés en salle pour suivre, image à l'appui, le plan du site qui abrite le centre hospitalier. Une brève présentation qui a suscité la curiosité des députés à en savoir davantage sur le CHIC. Les préoccupations sont relatives notamment au mode de recrutement du personnel, au fonctionnement du centre ainsi que le coût des prestations. Est-ce qu'il est envisagé à moyen et long terme un plan de développement pour accroître les capacités donc du CHIC? La deuxième question, c'est quel est le modèle de gestion du CHIC? À toutes ces préoccupations, le ministre de la Santé et les responsables du centre ont apporté des éclaircissements. Après ces réponses, s'ensuit la visite guidée. Compartiment par compartiment, les élus du peuple ont touché du doigt la réalité. Le centre hospitalier dispose de services de pointe, notamment en cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie et autres spécialités médicales. Il est aussi équipé de scanners de dernière génération et l'imagerie par résonance magnétique, IRM, état de choses qui a sidéré le président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas vraiment de mots pour qualifier l'investissement qui s'est fait ici. Nous avons l'habitude de voyager. Nous avons l'habitude d'aller dans les centres hospitaliers en Europe, un peu partout. Et je vois que ce qui se fait ici n'a rien à envier à ce que nous avons l'habitude de voir à l'extérieur. Nous pouvons dire que bravo au président Patrice Talon qui a eu la vision de décider pratiquement
que ce qu'on s'en va chercher à l'extérieur, qu'on peut encore le réaliser chez nous. Et dans la sous-région, il y en a qui vont dans les pays limitrophes et au-delà, en tout cas en Afrique de l'Ouest, pour aller aux prestations de soins. Ici, tout ce qu'on nous a expliqué, c'est ce que nous voyons dans la sous-région. Une fois les portes du chic officiellement ouvertes, il permettra de réduire le coût des évacuations sanitaires en proposant des soins et prestations aux normes internationales. Se réjouit Loïc Béounou-Vlavonou. Aujourd'hui, nous pouvons aussi développer un tourisme médical. Il y a quelques années, on allait en Afrique du Sud. Afrique du Sud. Vous voyez n'importe qui, Afrique du Sud, Afrique du Sud. Après, on a commencé par dire au Ghana, au Ghana, au Ghana. Aujourd'hui, ce qu'on va chercher à l'Afrique du Sud, c'est ici. Ce qu'on va chercher au Ghana, c'est ici. Et ce qu'on va chercher en Europe aussi, c'est ici. Et des explications qu'on nous a données, les compétences humaines, les ressources humaines compétentes sont en train d'être formées. Et nous voyons des machines de dernier cri, de dernière génération. Bravo et que cela puisse continuer. Le chic s'étend sur une superficie de 16 hectares et compte plusieurs services dont un centre de radiothérapie et de médecine nucléaire. Le Parti Les Démocrates a exprimé ce vendredi 7 mars 2025 son indignation face à l'utilisation frauduleuse de son identité visuelle par des individus non mandatés. Selon le communiqué rendu public ce jour, des tiers exploitent illégalement le logo du parti dans une opération de propagande visant à organiser un pseudo-primaire pour la désignation d'un candidat à l'élection présidentielle de 2026. Le Parti Les Démocrates, je cite, condamne cet usage abusif et illégal de son logo et demande instantanément aux auteurs d'arrêter cet agissement qui, du reste, ne respecte ni les tests du parti ni ses directives, moins encore la discipline du groupe. Face à cette situation, le parti prévient que toute récidivise après la diffusion de ce communiqué exposera les auteurs ou acteurs à des poursuites judiciaires. L'Institut national de la femme INF intègre ses nouveaux bureaux à quelques heures de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution en présence des membres du gouvernement, des autorités politico-administratives, du doyen du corps diplomatique accrédité au Bénin et de nombreux partenaires techniques et financiers. Depuis sa création en 2021, l'INF s'est structuré et renforcé de 6 membres en 2021. Il compte aujourd'hui plus d'une trentaine d'agents, avocats, psychologues, assistants sociaux et experts en communication. Ce essor témoigne de son rôle croissant dans l'accompagnement des victimes et la sensibilisation du public. Pour Huguette Boukpe-Yankadia, l'histoire de l'INF repose sur ses fondations solides et une vision partagée. En présentant sa vision pour l'avenir, la secrétaire exécutive a promis de faire de l'INF un pôle de ressources et d'expertise pour soutenir les initiatives novatrices en faveur des femmes. Depuis 1977, le 8 mars est la Journée internationale pour le droit des femmes. Le thème retenu pour l'édition 2025 par l'ONU est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation », une thématique qui inspire la directrice de l'ONG Icône 360 degrés, Yvette Alavo, qui nous en dit plus au micro de Kanté Amoussou. Quand je me réfère un tout petit peu à la Journée de la femme, au thème de la Journée de la femme de cette année, on parle d'autonomisation, on parle de droit, on parle d'égalité. De petits bons ont été faits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'activités qui sont faites à l'endroit des jeunes filles et des femmes autour de l'autonomisation. C'est une très bonne chose, c'est une chose salutaire et tout. Mais pour moi, je me dis, il y a quand même une certaine limite dans la façon de prôner un tout petit peu l'autonomisation. Je suis femme et je clame sur tous les toits que je suis une femme autonome. Et aujourd'hui, être femme autonome, c'est-à-dire qui a pu prendre les devants et s'assumer elle-même en tant que femme, en tant que professionnelle d'un métier et tout, il y a un prix à payer. Mais ce qui se passe, c'est que toutes les femmes n'ont pas forcément cette force de payer ce prix.
Quand vous êtes dans un bon foyer, il n'y a pas vraiment un grand prix à payer. C'est pour ça, souvent, je dis aux hommes qui veulent épouser des femmes, quel genre de femme tu as envie d'épouser? Est-ce que tu as envie d'épouser une femme qui est une femme à la maison, une femme qui a un métier ou une femme qui fait son commerce et qui doit aller et venir? En fonction du type de femme que vous épousez, il y a des réalités qu'il ne faut pas oublier. Et c'est là où rentre en jeu, pour moi, toute la thématique autonomisation. Parce que si moi, aujourd'hui, je décide d'être autonome et que mon mari ne m'accompagne pas, est-ce que je serai vraiment épanouie? Cela sous-tend qu'à un moment donné que, de la même façon, on parle d'autonomisation des femmes, il faut éduquer les hommes également à accepter cette autonomisation. Éduquer les hommes à comprendre que l'autonomisation ne signifie pas qu'ils perdent le leadership dans leur foyer, dans leur ménage. À moins qu'eux-mêmes, ils ne soient pas des hommes qui comprennent un certain nombre de choses et qui sont plutôt, entre griffes, selon moi, des hommes machos, des machistes. Autrement, pour moi, si je dois résumer un tout petit peu le thème de cette année, droit, égalité et autonomisation, je pense qu'il est temps que les femmes prennent les devants pour s'autonomiser. Mais s'autonomiser, si tu es dans un foyer, tu as besoin plus ou moins de la bénédiction de ton homme si tout va bien. Mais si tout va mal, l'autonomisation pour toi est la meilleure chose. Elle est la meilleure chose pour toi de sortir de tout ce que tu as vécu jusque-là, de t'affirmer, de regagner une estime en toi et de pouvoir réaliser tes rêves. À cet effet, Francis Fahmi s'est rapproché de quelques acteurs de la société civile pour recueillir également leur avis sur l'intérêt et les acquis de cette journée depuis sa création à nos jours. C'est nécessaire de rappeler en réalité les droits de la femme. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il faut attendre 1 an pour parler des droits de la femme. La femme est née avec des droits et on n'a même pas besoin d'en discuter. Si la femme aujourd'hui arrive à prendre conscience qu'elle est née avec des droits, qu'elle applique ses devoirs, qu'elle fait ses devoirs, je crois qu'on va lui concéder facilement ses droits et la lutte continue. Je pense que la journée internationale des droits de la femme, ce n'est surtout pas la journée où il faut faire des cadeaux à la femme, où il faut l'emmener au restaurant, où il faut lui offrir des fleurs, non. Mais c'est plutôt la journée où justement les femmes même se retrouvent pour faire une évaluation de l'avancée de leurs droits. Est-ce qu'il y a eu d'amélioration dans les conditions de vie des femmes, aussi bien au niveau professionnel, au niveau social, au niveau économique, etc. Et donc je pense que c'est vraiment une journée, je vais dire, d'évaluation et de mise au point. C'est une journée de réflexion, d'où mon intérêt personnel pour cette journée. Il s'agit de se retrouver, de faire un bilan, de passer sur ce qui est fait jusque-là, ce qu'il faut faire par rapport aux droits de la femme et tout ce qui va avec. Les femmes aujourd'hui ne sont plus forcément dans la dynamique des luttes pour pouvoir se hisser au même niveau que les hommes. C'est beaucoup plus un désintérêt. On n'a plus vraiment à cœur de pouvoir se lever et se battre vraiment pour nos droits. Et je suis convaincue que de la même façon qu'aujourd'hui on constate ce manque d'intérêt, il arrivera un moment où les femmes vont à nouveau se lever et recommencer à se battre justement pour que leurs droits soient reconnus. Et ça, je pense qu'il y a une catégorie de femmes qui le fait, même si ce n'est pas la majorité, il y a une minorité qui travaille à cela. Même quand la journée est créée, il fallait le contextualiser.
Parce qu'en fait, combien de femmes analphabètes nous avons, combien de femmes comprennent, même si on organise des rencontres, on les réunit, combien de femmes comprennent ce qui se dit lors de ces... Donc c'est également le droit à l'éducation qui est plus primordial pour moi, qu'il faut travailler là-dessus. Et en plus, qu'aujourd'hui, il faut que les femmes comprennent qu'on ne peut pas réclamer de droits sans faire ses devoirs. Et l'autre chose est aujourd'hui la conscientiser les femmes pour ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Et en ce moment, chacun joue son rôle, l'homme joue son rôle, la femme joue son rôle, et que nous vivons un monde de paix. Même si elles ne sont pas nombreuses, il y en a quand même qui sont toujours dans cette dynamique et qui continuent de faire cette lutte. Si nous avons pu quand même bénéficier de certaines choses qui nous revenaient et dont on ne bénéficiait pas, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous qui ont fait cette lutte. Il y a des femmes qui nous ont précédés, qui ont fait cette lutte jusqu'à un niveau donné. Et nous, aujourd'hui, il nous revient de continuer ce qu'elles ont commencé. Et même si on ne parvient pas à tout faire, mais d'évoluer quand même à un niveau significatif et permettre à celles qui vont venir après nous d'être encore plus à l'aise en ce qui concerne les droits de la femme et faire plus. Il faut saluer les efforts que le gouvernement béninois, l'État béninois fait dans le sens d'offrir de meilleures conditions à la femme. Il y a des lois qui sont votées pour permettre à la femme de pouvoir être mieux lotie. Et je pense que c'est à saluer. Et je pense également qu'il y a des associations, aussi bien au niveau international qu'au niveau national, qui travaillent à former la femme, à sensibiliser la femme et à lui donner plus confiance en elle-même, pour qu'elle puisse justement prendre la parole, se mettre devant de la scène et être positionnée en tant que leader. La journée de la femme ne doit pas être une dépense inutile pour le pays. La journée de la femme doit être comme on peut profiter des occasions sur des télévisions, sur des radios, mais quand on va organiser des fêtes, quand ça rentre dans l'idée festive, ça déraille la situation. C'est déjà de voter des lois significatives pour garantir la sécurité à la femme, des lois significatives allant dans le sens de l'indépendance, de l'autonomisation de la femme, des lois significatives pour protéger la femme et des lois significatives pour permettre à la femme d'évoluer en politique, parce que la politique, c'est la chose de tous, et hommes et femmes. Donc des lois pour permettre à la femme d'évoluer dans l'atmosphère politique aux côtés des hommes, parce que c'est ensemble qu'on va diriger ce pays. La Constitution dit que hommes et femmes sont égaux. Quelques citoyens de la ville de Cotonou n'ont pas manqué de donner leur point de vue sur cette journée. Suivons plutôt. La femme, c'est le sel du monde. La femme incarne la paix. Dans notre culture béninoise, la femme est tout. C'est elle le foyer, c'est elle la nation, c'est elle l'harmonie et tout. Donc moi je dis que au-delà d'être nos mamans, d'être nos femmes, elles sont nos sources d'inspiration. Est-ce que les femmes même savent le pouvoir que Dieu leur a donné? Est-ce qu'elles sont au courant de ce que Dieu leur a, c'est que leur place là? Est-ce qu'elles ont réellement occupé, est-ce qu'elles occupent réellement leur place que Dieu les a donnée? Non. C'est pourquoi vous allez remarquer des ratés un peu dans tous les foyers. Les femmes ont une puissance qu'elles n'arrivent pas à maîtriser. La femme, c'est la mère de l'humanité. Nous respectons toutes les femmes du monde. Et nous respectons les femmes africaines et les femmes béninoises qui, chaque jour que Dieu fait, se battent pour le foyer, pour le business, pour le commerce, pour la politique, pour celles qui sont ministres, celles qui sont présidents d'institutions. Et davantage, nous souhaiterons que les femmes soient défendues au niveau de l'inégalité qui existe encore, au niveau du pouvoir de l'homme et le pouvoir de la femme, parce qu'on constate que malgré l'effort qui est fait du gouvernement pour promouvoir la femme, la promotion politique de la femme reste encore faible. Aujourd'hui, la femme elle-même s'est chosifiée. C'est ça le problème. Les tenues vestimentaires, aujourd'hui, que les femmes
où nos jeunes sœurs, nos enfants ont à la portée, ont à leur portée, qui n'était pas hier, amène tout ça là à considérer une femme comme une bête sauvage. Ce monde est assis sur la femme. Hein. Ce monde est assis sur la femme. Donc si on va prendre un 8 mars pour encore taquiner les femmes, ou bien pour brimer, pour les énerver, pour faire de n'importe quoi à ces femmes-là, alors les 8 mars sont, en tout cas, sont instaurés pour nous rappeler de nos mamans, de nos soeurs, de nos enfants, filles. Donc, et que les femmes aussi prennent conscience et savoir qu'elles ont une puissance que Dieu leur a donnée. Je ne sais pas, elles n'ont qu'à tout faire pour savoir cette puissance-là. Et comme ça, là, le monde va évoluer. Que les femmes, c'est la mère de l'humanité et ce sentiment de mère de l'humanité fait que tout ce que la femme va faire va concourir vers le bien-être. Donc c'est un souhait que je mets au niveau du gouvernement. Quand vous regardez le gouvernement, il y a combien de femmes? Il y a peu de femmes au niveau du gouvernement. Donc nous demandons qu'avec les réformes politiques là, qu'on fasse plus la promotion des femmes. Parce que moi je préfère la promotion politique de la femme que la promotion politique des hommes. Dans un autre registre à présent, par un communiqué officiel en date du 4 mars 2025, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Atropos, exhorte les contrevenants à libérer sans délai les trottoirs, pleins centraux et autres espaces publics envahis par des étalages des véhicules en vente ou des épaves. Cette décision fait suite à de nombreuses campagnes de sensibilisation qui, malgré les efforts déployés, n'ont pas permis de mettre fin à cette pratique nuisible. La mairie souligne que l'occupation anarchique des espaces publics perturbe gravement la circulation des personnes et des biens, tout en menaçant la pérennisation des infrastructures d'assainissement réalisées à grands frais dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Consciente des désagréments causés par cette situation, la mairie accorde un délai de 15 jours aux contrevenants pour se conformer à la réglementation. Passé ce délai, une vaste opération de libération des espaces publics sera lancée à travers toute la ville avec l'appui de la police républicaine. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. 2 des 5 emprises de l'armée française au Sénégal ont été officiellement remises aux autorités sénégalaises ce vendredi 7 mars 2025. Une première étape en vue du retrait complet des éléments français du Sénégal. Il s'agit de 2 enceintes contiguës du nom de Maréchal et de Saint-Exupéry sur lesquelles se trouve un ensemble d'habitations et de hangars vides. Depuis un an déjà, la France attendait de pouvoir remettre au Sénégal ces 2 terrains qui jouent le parc de Hann au centre non loin du port. Le président américain Donald Trump a ordonné lundi 3 mars 2025 une pause dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine dans le cadre du conflit avec la Russie après l'altercation du vendredi dernier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon l'analyste géopolitique Hamzat Abdollaye, la guerre russo-ukrainienne est probablement en passe de connaître sa fin. Suivons-le au micro de Quentin Amoussou pour plus d'explications. Je pense que nous arrivons progressivement au terme de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine et entre l'Union européenne par procuration et la Russie également. Je pense que c'est inévitable depuis l'élection de Donald Trump qui martelait à qui voulait l'entendre pendant les campagnes qu'il mettrait fin à ce conflit en 24 heures. Alors bien sûr, nous sommes loin de la rhétorique trumpienne qui pouvait mentionner qu'en 24 heures, une guerre peut se terminer. Aucune guerre ne se termine en 24 heures. Et une guerre, surtout de cet acabit qui a fait autant de morts et autant de déplacés, ne peut pas se terminer sans un minimum de dialogue entre les principaux belligérants. Et je pense que l'arrivée de Trump, tout de même, a recentré les enjeux de cette guerre et a permis surtout de mettre en lumière cet accord de cessez-le-feu dans un premier temps et progressivement pour aboutir à une fin complète de ce conflit qui en réalité n'a ni profité aux Européens et encore moins à l'Ukraine.
Dernière information pour boucler cette édition réunie en sommet exceptionnel à Bruxelles ce 6 mars 2025. Les 27 États membres de l'Union européenne ont approuvé un plan proposé par la Commission pour renforcer la défense européenne. Cette initiative vise à mobiliser environ 800 milliards d'euros, notamment en autorisant les États membres à augmenter leurs dépenses militaires sans impact sur leur déficit. En parallèle, les États-Unis ont annoncé une rencontre avec des représentants ukrainiens en Arabie Saoudite le 11 mars prochain dans l'optique d'établir un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial. Ce sommet est une étape clé dans la stratégie européenne de défense et dans le positionnement du bloc vis-à-vis de la guerre en Ukraine malgré certaines divergences internes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tous chacun et bon début de week-end.